Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui me tient à cœur, à savoir pourquoi on trouve certaines langues belles et d'autres langues moches. Alors ça c'est un sujet que je trouve fascinant pour deux raisons. La première c'est parce que déjà c'est super intéressant de se demander pourquoi il y a des langues, quand on les entend on trouve ça agréable à l'oreille et d'autres quand on les entend ça nous heurte, on n'aime pas ça. Ensuite parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec vous et j'ai remarqué que ça suscitait énormément de réactions en plus négatives. Parce que vous allez le voir, l'appréciation des langues est quelque chose en fait d'énormément subjectif. Et j'ai eu plein de réactions, souvent très agressives de gens qui me disaient que j'avais tort, que telle ou telle langue était vraiment moche, qu'il n'y avait pas de relativisme, que si une langue n'est pas agréable à l'oreille, c'est parce qu'il y a des raisons, et que tout le monde va penser pareil. Enfin, c'est marrant, comme dès qu'on touche un air là-dessus, ça crée des réactions. Donc je me suis demandé quelles étaient les raisons scientifiques qui faisaient qu'on allait trouver des langues agréables à l'oreille et d'autres, à contrario, désagréables. Et je me disais qu'il y avait forcément quelque chose à creuser parce que je sais qu'il y a énormément de généralités qui sont très souvent admises par le plus grand nombre. Par exemple, si vous demandez à plein de gens quel est l'accent le plus sexy en anglais, on va vous répondre l'accent français. D'ailleurs, c'était je crois Babel qui avait fait un sondage là-dessus. C'est toujours l'accent français qui revient comme étant le plus sexy quand on parle anglais, et ce sans contestation. Quand on demande aux gens quelles sont les langues les plus belles au monde, les gens vont vous répondre soit l'italien, soit l'espagnol. Quand on demande quelle est la langue la plus moche, on va vous répondre souvent l'allemand. Et c'est marrant de voir qu'en fait, il y a des choses qui ont l'air inamovibles. Donc, on pourrait partir du principe que si la majorité dit que, elle a raison. Donc, forcément que c'est vrai. Mais il faut aller plus loin parce que, comme par exemple la difficulté des langues, ça c'est quelque chose aussi qui suscite beaucoup de débats. On va voir qu'il y a en réalité plein de raisons qui vont faire qu'une langue peut nous paraître plus ou moins agréable à l'oreille. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand on demande aux gens quelles sont les langues les plus belles ou les langues moches, ce qui est drôle, c'est que si on demande « mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu trouves cette langue belle? Pourquoi tu trouves cette langue moche ?» non seulement les réponses vont être assez vagues, par exemple c'est chantant, c'est une belle langue, c'est mélodieux, soit ça va être très contradictoire. Par exemple, il y a un truc que j'ai toujours trouvé très drôle, c'est que beaucoup de gens disent que l'allemand pour eux c'est moche parce qu'il y a des sons gutturaux. Enfin, vraiment ce genre de choses. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent l'espagnol recueille les suffrages pour les langues belles, alors qu'il y a aussi des sons gutturaux en espagnol. Alors pourquoi tout à coup l'espagnol aura un traitement de faveur par rapport à l'allemand? C'est là qu'on voit qu'il y a des dissonances, des choses qui ne collent pas et qui font qu'on ne peut pas se contenter de simplement se dire bon si la majorité dit que telle ou telle langue est belle, c'est que c'est vrai. Non, il y a des choses beaucoup plus profondes. Et on pourrait se demander justement s'il y a soit une sorte de formule mathématique absolue qui va faire que si une langue coche plusieurs critères, elle va être considérée comme universellement belle, ou alors si c'est uniquement quelque chose de subjectif, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors moi, je penche plutôt sur le côté subjectif, parce que jusque-là, d'après ce que j'ai vu dans mes recherches, absolument personne n'a pu mettre en évidence une formule mathématique de la beauté des langues, une sorte de nombre d'or des langues, une sorte de chose gravée dans les étoiles ou je sais pas quoi, qui ferait qu'une langue sera plus belle qu'une autre. C'est subjectif, parce que ça dépend avant tout de ce qu'on connaît déjà. Encore une fois, c'est comme la difficulté des langues. Plus une langue est proche de celle qu'on connaît, et principalement de notre langue maternelle, plus elle va sembler facile, plus elle en est éloignée, plus elle va sembler difficile. Et là-dessus, je me base sur ce que j'ai lu d'un linguiste israélien qui s'appelle Guy Deutscher, qui a remarqué que, par exemple, l'italien avait une similarité avec pas mal de langues européennes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sons en italien qui vont pas exister dans d'autres langues. Donc, quand quelqu'un qui parle soit allemand, soit russe, soit espagnol ou autre va découvrir l'italien, il y a peu de chances qu'il soit choqué par des sons qui n'existent pas dans sa propre langue. Donc finalement, même si c'est une langue étrangère, il va être en terrain relativement connu. Et en plus, il y a peu de sons qui sont très difficiles à prononcer en italien. Il y a peu ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des ensembles de consonnes. Alors, il y a évidemment le scr, le str, des choses comme ça, zdr, où il y a 3 consonnes.
Mais il prend l'exemple du mot allemand selbstverständlich, qui veut dire qui va de soi, où il y a quand même plusieurs consonnes à la suite, un sacré paquet. Donc je vais reprendre ça parce que je l'ai noté. Il y a quand même L, B, S, T et V. Ça fait quand même un paquet de consonnes. Et ça fait partie des choses qui, par exemple pour les Français, vont choquer en allemand. J'ai entendu beaucoup de Français dire l'allemand c'est guttural, il n'y a que des consonnes partout. Et aussi souvent, les Français vont dire des langues slaves, par exemple, je sais pas, le tchèque, que c'est bizarre parce qu'il n'y a que des consonnes et que c'est très désagréable. Alors que finalement, l'italien n'a pas d'amas de consonnes difficiles à prononcer et exotiques pour l'oreille, et la plupart des sonorités, que ce soit les voyelles ou les consonnes, se retrouvent dans toutes ou presque les langues d'Europe. Donc c'est pour ça que l'italien, c'est une langue qui ne va pas choquer l'oreille. Et donc c'est pour ça, à mon sens, que ça va être sans doute la plus belle langue au monde, parce que personne ne va y trouver des choses désagréables. Et à l'inverse, dans des langues qui sont très différentes, par exemple du français, là on va commencer souvent à pas les aimer. Alors par exemple, souvent les Français n'aiment pas les sonorités de l'arabe, ou même des langues sémitiques de manière générale, parce que c'est considéré comme très guttural. Et il y a des consonnes pharyngales, des choses qui se forment assez au fond de la bouche, dans la gorge, qui n'existent pas en français. Aussi, les Français vont souvent ne pas aimer les langues à ton comme le chinois ou le thaï, parce que ça va faire des sonorités qui montent et qui descendent, si on veut, et ça heurte l'oreille parce que ça n'existe pas en français. Et donc, plus une langue va avoir un système phonétique très différent de celle qu'on connaît déjà, donc celle au pluriel, ça peut être les langues notre langue maternelle et celle qu'on a apprise et appris à aimer, plus les langues vont être différentes de ce qu'on connaît déjà, plus il y a de chances que ça passe pas. Voilà. Et donc ça remet totalement en cause la version qui va de soi, c'est-à-dire qu'il y a des langues belles et pas belles parce qu'il y a des caractéristiques propres aux langues qui vont faire qu'on va les trouver belles ou pas belles. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est évident, parce que si vous demandez à énormément de gens dans le monde, en fonction de leur culture, ça peut dépendre, mais généralement, quand on demande quelle est la plus belle langue du monde à des Français, ils vont dire le français. Bon, l'italien c'est très beau aussi, mais le français. Et je me suis renseigné là-dessus. Si on demande à des Japonais quelle est la plus belle langue du monde, souvent ils vont dire le japonais. Et donc, bizarrement, les gens de chaque pays vont considérer en majorité que leur propre langue est la plus belle, parce que c'est évidemment la langue à laquelle ils sont habitués et qui ne peut plus du tout les choquer parce que ils l'ont entendu des millions et des millions de fois. Et finalement, on en vient à la conclusion toute bête que ce qui est différent va choquer l'oreille. Et par exemple, ça peut être dit en des termes très, très violents, comme les Suédois ont une blague sur le danois, c'est que le suédois est une langue et le danois est une maladie de la gorge. Alors que finalement, même si c'est vrai qu'il y a des sons très spécifiques en danois, du peu que je connais la langue, le suédois et le danois c'est tellement proche que les gens arrivent à se comprendre. Mais les Suédois vont mettre une distance avec le danois en disant c'est un peu comme le suédois en plus moche. Et on arrive à l'idée, qui commence à être assez visible, est-ce que finalement ça ne permet pas de nous différencier des autres? Nous, et ce qui est proche de nous, on a la belle langue, c'est-à-dire on reconnaît des choses qui sont familières, donc on va trouver ça agréable à l'oreille, alors qu'à l'inverse, l'autre, l'étranger, il a une langue bizarre, faite de sons un peu étranges, et c'est pas très beau tout ça, ça doit que c'est pas de chez nous, voilà. Et on en arrive finalement très facilement à des critères sociaux. Et ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas admettre, c'est à quel point notre perception de la beauté peut reposer sur des choses assez mathématiques. Bon, il y a plein de choses, d'études qui montrent que, par exemple, visuellement, la symétrie est associée à la beauté dans toutes les cultures. Mais, par exemple, pour les langues, il y a une perception qui est très biaisée par des critères sociaux. Et ça, bien évidemment, on n'a pas forcément envie de se l'admettre parce que c'est d'une part accepter qu'on n'a pas forcément le contrôle sur ce qu'on ressent, et ensuite que ça peut toucher à des choses qui vont aller à l'encontre de la pensée actuelle, c'est-à-dire qu'il faut tout trouver beau, que tout est relatif. Et bon, ça c'est vrai que c'est dur à accepter, mais finalement, si vous regardez la liste des langues qui sont communément admises comme étant les plus belles, les plus mélodieuses, c'est quasiment toujours des langues de pays riches, qui possèdent une histoire, une culture, un art de vivre qui vont être célébrés. Par exemple,
le français, la culture française, l'Italie, l'Espagne, qu'on va associer à la culture, la bonne nourriture, la fête, etc. Et par exemple, l'Allemagne, c'est un pays assez riche, prospère, donc on pourra s'imaginer que sa langue est assez appréciée, mais énormément de gens vont dire ouais, mais l'allemand c'est une langue de nazi, ou alors quand ils imitent de l'allemand, ils vont imiter Hitler en train de faire un discours. Finalement, c'est associé à ce genre de choses très négatives, c'est-à-dire l'adversaire séculaire. Et même par exemple, ça c'est encore plus intéressant, si vous prenez une langue et que vous allez à l'intérieur de la langue, souvent les versions de la langue qui vont être préférées, ça va être celles qui correspondent à un niveau social élevé. Par exemple, quasiment tout le monde va vous dire que l'accent de Oxford, l'accent anglais de Oxford est très chic, alors que l'anglais du plouc redneck au fin fond de la campagne américaine, c'est un accent de beauf. Voilà. Et en plus, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller chercher la petite bête et montrer qu'au sein d'une même langue, vraiment la perception des dialectes, des parlers locaux, régionaux, ça peut être lié à une appréciation ou au contraire un rejet. Parce que par exemple, en français, il y a tellement de Français qui se moquent de l'accent québécois, alors que il n'y a pas de formule mathématique qui montre que l'accent québécois est plus élégant que l'accent parisien. Et d'ailleurs, beaucoup de Québécois trouvent que l'accent parisien est un peu guindé, un peu ridicule. Ou alors, je sais pas, c'est comme il n'y a pas longtemps, je pense que vous avez vu ça à la télé, Jean-Luc Mélenchon qui se fait interpeller par une journaliste avec un accent toulousain. La question l'énerve et lui, il lui répond en exagérant l'accent toulousain pour lui dire, bon, je vais pas imiter l'accent toulousain, je sais pas bien faire, mais en gros, qu'est-ce que tu me fais chier, toi qui parles comme une plouc du sud-ouest, quoi. Et ça, c'est très important parce que ça montre que dès qu'une personne est énervée, ça va ressortir et qu'il y a des dialectes ou des accents qui vont être rabaissés au sein du même langue. Et bien souvent, par exemple en français, les accents qui vont être les plus méprisés, c'est ceux qui sont associés à des groupes sociaux déclassés. Par exemple, c'est pas pour rien que souvent les gens se moquent de l'accent du Nord parce que bon, y a la situation sociale du Nord est ce qu'elle est, et ça va être associé à un accent d'arriéré. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs de la glottophobie, enfin une sorte un peu comme la xénophobie des langues. Et pourtant c'est la même langue. Alors si par exemple le français était la langue la plus belle du monde, toutes les variantes du français devraient être considérées uniformément comme belles. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs en sociolinguistique, donc la linguistique étudiée à travers le prisme de la société, par exemple c'est le docteur Vinita Chan de l'université de l'Essex qui avait montré que plus on a une vision positive d'un groupe sociolinguistique, plus on a de chances d'apprécier sa langue ou sa manière de parler. Et à l'inverse, plus on a une vision négative d'un groupe sociolinguistique, plus on a de chances de ne pas aimer la manière dont il parle, de considérer qu'il parle une langue moche ou avec un accent moche. Et c'est pareil avec les langues étrangères, parce que si vous demandez par exemple à quelqu'un qui n'a jamais appris le chinois et qui ne s'intéresse pas à cette langue, la personne va vous dire non mais le chinois c'est désagréable, là, c'est comme tous ces touristes là qui bousculent, qui sont mal polis, qui font pas la queue et qui crient en chinois, je trouve ça très désagréable. Alors que si vous demandez à quelqu'un qui s'intéresse à cette langue, qui a fait l'effort de l'apprendre, cette personne va vous dire ah non mais le chinois c'est très mélodieux, c'est quasiment chanté comme langue, c'est très riche, etc. Et c'est là qu'on voit finalement que ce sont, encore une fois on y revient toujours, des critères très subjectifs et qui peuvent être influencés finalement par la pratique. Parce que j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo du fait que plus on découvrait des langues, plus on pouvait les trouver belles. Et il y a des gens qui m'ont dit ah ouais mais c'est comme les épinards, plus on en mange, plus on va apprécier. Non mais t'es con. Enfin, en fait si en réalité, parce que je connais énormément de gens qui m'ont dit au début j'aimais pas trop cette langue, puis finalement je me suis retrouvé avec des gens qui la parlaient. À la fin j'ai trouvé ça super beau. Je comprends pas comment au début je pouvais ne pas aimer. Et même moi, il y a des groupes de langues que j'aime moins que les autres. Et encore une fois, on a le droit d'avoir ses préférences. J'ai les miennes, vous avez les vôtres. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par exemple, moi j'aimais moins les langues sémitiques parce que je trouvais ça très agressif avec tous ces sons gutturaux. Ces temps-ci, ma copine est en train d'apprendre l'hébreu. Et finalement, à force d'en entendre un peu tout le temps à la maison, parce qu'il faut pratiquer tous les jours, finalement je trouve ça assez agréable. Pareil, l'arabe, j'aimais pas trop. Et en fait, j'ai entendu beaucoup d'arabes par exemple chanter ou dans de la poésie, des choses comme ça, c'est très beau. Et finalement, ça encore une fois, ça crispe les gens parce qu'ils disent non mais attends, je connais mes goûts, je vais pas en changer. Enfin,
Et alors qu'en fait, je remets absolument pas d'ailleurs quand je reçois des engueulades là-dessus, vos goûts en question. Moi, par exemple, je préfère l'italien à l'espagnol. Honnêtement, je vais pas m'en excuser. Je préfère de loin l'allemand, que je trouve assez beau d'ailleurs, au néerlandais. Et pour moi, le néerlandais, c'est un peu comme de l'allemand en plus moche. Et enfin, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu des néerlandais dire spaghetti, spaghetti, je me... Wow, ne t'énerve pas. Alors que bon, je sais que finalement c'est très subjectif, c'est même très bête peut-être de trouver ça pas beau, et peut-être que si j'apprenais plus de néerlandais, je finirais par apprécier la langue. Mais honnêtement, bon voilà, je suis pas dans une approche politiquement correcte où je vous dis attention, faut pas dire que les langues c'est pas beau parce que non, bien sûr, vous avez le droit. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est à quoi je voulais vous sensibiliser ou au moins discuter, c'est que finalement, il y a énormément de critères qui vont faire qu'une langue, on peut la trouver belle ou moche, et énormément de critères dont on n'a pas forcément conscience, toutes ces associations d'idées, parce qu'encore une fois, comme pour le vocabulaire, le cerveau fonctionne par association d'idées, et par exemple, quand on associe une langue à quelque chose de beau, de riche, à un pays cultivé, avec un bel art de vivre, il y a de fortes chances qu'on la trouve plus belle que quand on l'associe à un pays en guerre, pauvre, où les gens sont arriérés. Enfin, c'est triste et peu de gens veulent l'admettre parce que ça implique d'admettre nos préjugés, les idées préconçues, les stigmates qu'on peut mettre sur telle ou telle langue, tel ou tel pays. Mais bon, voilà, finalement, la beauté et la laideur des langues, c'est beaucoup plus subjectif parce qu'encore une fois, j'ai fait mes recherches, il n'y a pas vraiment de modèle qui peut permettre de montrer que de manière universelle, il y a des langues belles ou moches, et c'est avant tout, est-ce que c'est proche des sonorités que vous connaissez, est-ce que c'est vous associez à la langue, à la culture, une valeur positive, et ça va énormément jouer sur la perception subjective que vous pouvez avoir de la langue. Voilà, donc en tout cas, moi je trouve ça super intéressant. Tout le monde a ses goûts, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle langue vous aimez, dont les sonorités vous enchantent, ou au contraire des langues que vous supportez pas. Et d'ailleurs pourquoi, parce que je trouve ça intéressant de se demander pourquoi. Faites le test, prenez des langues que vous aimez ou que vous aimez pas, demandez-vous pourquoi. Et moi je me suis plié à l'exercice pour cette vidéo, et je me suis rendu compte que j'aimais assez souvent les langues où il y avait des allongements de voyelles et des consonnes simples et doubles. Par exemple le finnois, où il y a des voyelles longues et courtes, et des consonnes simples et doubles. Le japonais c'est pareil. L'italien, bon, il n'y a pas vraiment de longueur de voyelles, mais les voyelles accentuées sont souvent plus longues que les voyelles non accentuées. Et il y a des doubles consonnes. Et finalement, je remarque un point commun entre ces langues. Donc, c'est avoir un peu un type. On peut avoir un type d'homme, un type de femme, selon votre orientation. Et finalement, on a tous un peu un type de langue. Donc, n'hésitez pas à y réfléchir, à me dire ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo de réflexion vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un pouce si ça vous a plu, partager avec vos amis pour continuer cette réflexion. Et vous pouvez, comme d'habitude, rejoindre mes contacts et recevoir la même formation gratuite, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, quelle que soit la langue, moche ou belle, peu importe. Vous cliquez ici, c'est dans la description, et vous suivez les étapes pour vous inscrire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!